Ouais. Bon, alors bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de sécurité. Donc rapidement, moi je bosse chez Clever Cloud. Donc je fais de la security et de la quality assurance. Clever Cloud, c'est une entreprise nantaise qui fait dans le platform as a service. Donc en gros, vous faites un git push de votre code, ça marche. On gère le scaling, on gère les mises à jour de sécu parce que c'est important. On gère tout l'ops, des gens d'astreinte, tout ça, il n'y a aucun problème. Et à côté, je fais aussi du consulting, et notamment j'accompagne des entreprises sur tous les processus de sécurité. Donc ça va des audits jusqu'à la formation, d'un bout à l'autre, de la conception de crypto, toutes ces choses-là. Donc, pourquoi on est là? Pourquoi on est là pour parler de sécu? Attends, déjà je crois que j'ai un petit problème sur mes slides. Voilà. Pourquoi on est là pour parler de sécu? Alors déjà, je ne vais pas être vraiment là pour vous parler de comment on résout une faille XSS, une injection SQL, quelle était la dernière recherche à la mode. Enfin, je vais vous en parler un peu comme c'est des choses sympas. Parce que la sécurité, si on l'approche que du point de vue technique, c'est la course à l'armement et on est en train de courir à côté d'un vélo et on n'a pas le temps de grimper dessus pour essayer de faire fonctionner le truc. La sécurité, c'est tout un process et c'est vraiment un principe organisationnel. C'est-à-dire que si vous approchez juste du point de vue technique, vous n'allez jamais réussir à vous en sortir. Le problème, c'est que quand on commence à réfléchir à propos de sécurité, alors, il y a quel type d'attaquant? Il y a le petit cousin Kevin qui s'est bidouillé, il y a la NSA de l'autre côté, et ils peuvent attaquer avec n'importe quoi, donc il paraît qu'ils peuvent déchiffrer tout le SSL. C'est hyper flou. On ne sait pas qui attaque, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas comment ils vont procéder, on ne sait même pas, en fait, généralement, si on n'a pas déjà été attaqué. Il y a une espèce de proverbe qui dit qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a celles qui se sont fait attaquer et celles qui ne savent pas encore qu'elles se sont fait attaquer. Parce que c'est... Comment vous savez, a priori, si votre boîte est sûre? Donc globalement, moi ce que je vais vous montrer, c'est un petit process que j'ai utilisé avec un certain nombre d'entreprises pour mettre en place de la sécu, pour commencer à réfléchir avec ça proprement. Et la première chose, c'est d'abord, comment on va vous attaquer? Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, quel est le process? Généralement, c'est là où j'ai un petit problème. C'est les slides HTML, c'est une bête un petit peu compliquée. Donc, comment fonctionne une attaque? Généralement, un attaquant va trouver une cible, des assets que vous pouvez avoir dans votre entreprise, des choses intéressantes soit à voler, soit à détruire, soit juste, c'est intéressant pour lui d'être là, point. Il va trouver un point d'entrée, un endroit qui va lui permettre d'attaquer votre entreprise ou votre application ou n'importe quoi, vos serveurs. Et une fois qu'il est là, c'est le process, on exploite. On essaie de trouver un moyen de rester sur la machine, on essaie de trouver un moyen de rester dans l'entreprise, on essaie d'exécuter du code, on essaie de faire ce qu'on veut avec. Une fois qu'on est là, on essaie d'élever son privilège. C'est-à-dire, je suis sur une machine, je veux passer route, je suis dans une application, je veux passer admin, je suis rentré par la porte de votre entreprise, maintenant je veux rentrer dans la salle serveur. Et sinon, le pivot. Le pivot, on est à un endroit, on est sur un serveur, on essaie d'en attaquer un autre. Donc un attaquant, il va étudier votre entreprise, étudier votre produit, trouver ce qui va pouvoir l'intéresser, et une fois qu'il a trouvé, il va passer tout autour. Regardez, là je peux rentrer par là, là je peux faire des choses. Là, peut-être que ça pourrait rentrer, mais c'est pas encore très utile. Une fois qu'il a trouvé, il fait en vertical, en élévation de privilège, et en horizontal, en pivot. Faut concevoir que c'est pas juste votre système. À notre époque, on a Internet, on a un paquet de systèmes d'infos qui sont tous connectés, on a un paquet de devices, de téléphones qui sont tous connectés aussi. Donc, une fois que quelqu'un est chez vous, ou une fois qu'un attaquant est chez quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui l'empêche de passer chez vous? Vous allez peut-être voir une attaque arriver sur votre serveur de machin bidule @ovh. C'est pas parce que cette personne-là est malicieuse, c'est juste qu'il y avait un vieux WordPress mal maintenu dessus et que le truc s'est fait pirater, ils sont arrivés dessus, c'est tout. C'est pas forcément leur faute. Et une fois qu'on est là,
Donc on a commencé à mettre les mains un peu partout dans le système. Bah, on l'utilise, et notamment on essaie d'extraire de la donnée, d'en récupérer tout ce qu'on peut. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme cible dans un système? Globalement, c'est principalement sur 4 axes. On veut vous prendre de l'argent, ou on veut vous extorquer de l'argent. On veut attaquer votre réputation. Donc, vous avez vu peut-être des sites se faire défacer. Il n'y a pas eu un truc d'ailleurs avec TV5 ce matin? J'ai moyennement regardé. Je suis en train de faire mes slides à l'arrache. Voilà, donc on peut attaquer votre réputation. On peut en vouloir à vos données, ou aux données de vos utilisateurs. Et ce 4e axe, qui est assez intéressant, c'est celui dont je parle dans le pivot. Peut-être que c'est pas vous la cible. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre, qui est dans une autre entreprise. Il y a un exemple qui était assez drôle, c'est le site torrentocurling.com. Il faut savoir qu'il y avait une entreprise dont les sysadmins étaient assez fans de curling. Et donc ils allaient quasi tous les jours voir ce qui se passait sur ce site-là. Puis des gens ont commencé à repérer ça parce que c'est pas compliqué. On va voir dans une entreprise, on cherche le sysadmin a des profils à tel ou tel endroit Facebook. Ah tiens, sur ce nom-là, il y a quelqu'un dans le forum qui est en train de causer de curling. Mais si on tapait sur ce site-là, peut-être qu'on pourrait lui faire installer une connerie. Peut-être qu'on pourrait l'attaquer comme ça. Bah ça marche. Ça marche très très bien. C'est pas parce que votre site n'intéresse a priori personne qu'il va pas être utile dans une attaque. Donc pour être plus précis sur les types de targets, sur les types d'assets qu'on peut attaquer, la donnée, donc il peut y avoir la donnée de vos utilisateurs, la donnée de votre entreprise. Donc ça peut être de tout, hein. Ça peut être des stocks, ça peut être les noms, les numéros de carte de crédit, les choses comme ça. Ça peut être, dans le cas de Sony, où ils se sont fait piquer des centaines de gigaoctets de films, d'emails, de choses comme ça. On a eu tout un tas d'emails de stars qui ont leaké comme ça. Tout un tas de logs de communication où ils ont dit, bon, bah, tel acteur est bien sympa, mais nous intéresse pas. Trouve un moyen de l'éjecter sans trop l'insulter. Alors, quand tous ces trucs-là ressortent au grand jour, ça fait assez plaisir. Et les mots de passe. Les mots de passe, ça, c'est un type de données qui est hyper intéressant. Encore une fois, c'est peut-être pas votre entreprise qui est intéressante. Mais c'est peut-être juste qu'il y a des utilisateurs chez vous qui ont pris un email, un mot de passe, puis si on essaie ce même email, ce même mot de passe ailleurs, bah on va peut-être pouvoir le faire fonctionner. Parce qu'on va pas se leurrer, on a tous à un moment réutilisé un mot de passe. Bah ça, c'est une cible, c'est un type de données qui intéresse énormément. La propriété intellectuelle, bon, ça vous imaginez bien que c'est important. Par exemple, c'est assez connu que la Chine a volé des schémas d'avions de chasse à l'armée américaine, et les a construits après, et en a vendu. Donc l'espionnage économique, ça marche, ça arrive, et ça coûte très cher. Ne vous inquiétez pas, la France en fait aussi. Ou, et c'est un truc qui est hyper important, on peut essayer d'attaquer votre activité. Parce que vous avez une entreprise, vous faites voler vos données. L'entreprise fonctionne encore. Vous avez encore des clients. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont s'en aller. Vous faites voler vos mots de passe, les mots de passe de vos utilisateurs. Vous leur demandez de changer votre mot de passe. Bon, globalement, ils en auront un peu marre, mais c'est pas grave. Vous faites voler votre propriété intellectuelle. Vous allez avoir des concurrents qui vont se mettre en place, mais il va leur falloir un peu de temps pour se mettre en place. C'est pas grave pour l'activité de votre entreprise. Par contre, quand il y en a qui sont là pour vous faire tomber, vous, qui sont là pour exploser votre site, qui sont là pour bousiller votre chaîne de production, là ça compte. Et ça se compte en argent. Et ça coûte cher. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Lesquels vous allez protéger? Ça, globalement, ça dépend beaucoup de votre entreprise, en fait. Par exemple, chez Clever Cloud, ce qui est le plus important, c'est la disponibilité. Peut-être qu'un client va se faire pirater parce que son app n'était pas sécurisée. Il ne faut pas que si ce client-là se fait pirater, les applications tombent pour tous les autres. Il ne faut pas que si quelqu'un arrive à avoir un accès chez nous, il puisse aller exploser les apps de tout le monde ou obtenir tous les codes sources. Donc il faut vraiment raisonner en termes de qu'est-ce qu'un attaquant pourrait trouver d'intéressant chez vous. Là, si vous commencez à réfléchir un petit peu, selon le type d'entreprise que vous avez probablement des données qui sont hyper intéressantes. Donc il va falloir prioriser un peu. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus importants que d'autres.
Donc prenez 30 secondes, réfléchissez, qu'est-ce qu'on pourrait bien me voler? Je prendrai des notes à la fin. Par où on rentre après? C'est-à-dire que l'attaquant, il s'est dit, bon bah, c'est intéressant votre site vitrine, on pourrait attaquer ça, mais globalement, il n'y a pas la prod dessus, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un site vitrine? Donc on va peut-être attaquer ailleurs. Alors les points d'entrée, ceux-là je les aime bien parce que c'est ceux où on attaque l'humain principalement. On rentre dans une entreprise, on branche un truc au réseau. Ça arrive très souvent, c'est un schéma de pentest assez connu. C'est-à-dire que quelqu'un qui met un beau bleu de travail, un peu de cambouis sur les joues, etc. pour faire vraiment caricatural, il se pointe, il dit bonjour, c'est l'électricien, et puis il branche un truc sur le réseau, et puis voilà. Généralement derrière l'imprimante, là où personne va regarder. C'est peut-être vos employés qui vont poser un problème. Peut-être qu'ils vont venir avec une clé USB qu'ils ont branchée chez eux, il y aura un malware dessus. Peut-être qu'ils auront cliqué sur un truc qu'il ne fallait pas cliquer. Vous avez peut-être un réseau Wi-Fi dont vous n'êtes pas au courant. C'est un de vos employés qui s'est dit on a besoin de partager des données facilement, etc. Bon, on va mettre un petit routeur Wi-Fi, je l'ai ramené de chez moi, ça va bien se passer. Puis quelqu'un se pose dans le parking de l'entreprise, commence à craquer le Wi-Fi, a un accès à votre réseau. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir empêcher ce genre de choses. Ça arrive. Le phishing et le social engineering, c'est des choses assez intéressantes parce que là, encore une fois, on attaque l'humain. On essaie de faire en sorte d'amener quelqu'un à installer un logiciel, à cliquer sur un lien, à faire des choses comme ça. Le phishing, c'est par exemple, je vous envoie un email en faisant passer pour quelqu'un d'autre, en disant hey, regarde ce fichier Excel, c'est le budget de l'entreprise machin. Je viens de l'avoir, ça circule en ce moment, regarde. Puis dans le fichier Excel, il y a une macro qui va exécuter du code, et puis hop, ça y est, toutes vos données. Il faut savoir que c'est pas les plus petites entreprises qui se font avoir comme ça. Hein. Par exemple, Cloudflare, vous connaissez un peu? Cloudflare, c'est une boîte qui fait des frontaux pour des sites web. C'est-à-dire qu'ils sont là pour essayer d'absorber de la charge. Et donc, comme ils gèrent un paquet de sites web, ils doivent avoir une bonne pratique de sécu parce qu'il y a des accès qu'on ne peut pas filer à tout le monde. Et donc, il y a de l'authentification forte par SMS. Et quelqu'un a trouvé le moyen, en appelant la compagnie de téléphone, de faire rediriger les SMS vers une boîte vocale. Ça leur a donné de belles sueurs froides, cette histoire-là. C'était quoi, il y a 1 an, je crois? D'un point de vue plus pragmatique, là on attaque les gens, mais on peut attaquer la technique aussi. Donc, on a parlé de l'email, du phishing, des choses comme ça, on peut même attaquer un serveur mail, hein, ça c'est pas un problème. Il y a 20 ans, on attaquait directement le serveur d'appel téléphonique. C'est-à-dire qu'on passait un coup de fil à l'entreprise et en passant quelques tonalités spécifiques, on arrivait à rentrer et finalement donner des ordres au système de téléphonie. On pouvait écouter ce qui se passait dans le bureau du patron, par exemple. C'était amusant. Un navigateur. Un navigateur, c'est un bon point d'entrée dans une entreprise. Combien d'entre vous utilisent un bloqueur de pub? C'est bien. Combien d'entre vous ont imposé ça dans votre entreprise? Bien. Il faut savoir que si vous... C'est vraiment une stat qui a été faite, mais si vous installez des bloqueurs de pub sur les bureaux, sur les ordinateurs, tout le monde, dans votre entreprise, toutes les alertes de malware que vous aurez au support informatique, tout ça, ça va drastiquement diminuer. Parce qu'on n'y peut rien, les gens ils vont cliquer sur un truc, ça a l'air intéressant, hop, malware. Bon. Mais ça arrive très facilement, tout le monde se fait prendre à un moment ou à un autre. Et même des fois, on n'aura juste pas besoin de cliquer. On arrive sur un site, et il y a un exploit quelconque, pouf, ça s'installe tout seul. Donc globalement, mettez des bloqueurs de pub partout, vous allez résoudre déjà un tas de problèmes. Que ce soit mini-bloqueur, adblock, etc. On se fiche du quel que ce soit, mais au moins il faut que ça marche. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon, bah, on va attaquer un serveur lui-même. Hein. Vous devez savoir que si vous mettez un serveur sur le web, il va se prendre plein de requêtes en SSH, sur un serveur POP, si vous avez du web, vous allez vous retrouver avec des requêtes pour du WordPress, du PHPMyAdmin. Vous voyez bien qu'on essaie d'automatiser les trucs un peu faiblards. Une API, ça se fait attaquer aussi. Et les mots de passe volés ailleurs. C'est un très bon point d'entrée, comme j'ai dit. On a attaqué un site un peu faible, on a récupéré des mots de passe, on rentre chez vous. Vous avez beau être hyper sécurisé, quelqu'un
chez vous a fait la sottise de réutiliser un mot de passe. Bah, ça arrive à tout le monde. C'est un point d'entrée qui marche bien. Donc, on a des cibles. Des cibles, on a des données intéressantes qu'on veut attaquer, et on a des points d'entrée. Maintenant, il faut savoir que tout le monde ne peut pas rentrer partout, et tout le monde ne va pas attaquer telle ou telle cible. En fait, on a plusieurs typologies d'attaquants. Et comme vous allez pouvoir voir, il y en a qui sont quand même plus ou moins compétents que d'autres. Donc il y en a qui attaquent de façon un peu brute, pas très très discrète. Voilà. Donc, globalement, la première typologie d'attaquants que vous allez avoir, c'est les scripts. C'est les scripts qui se baladent, qui attaquent toutes les IP possibles, et encore, et encore, et encore, et encore. Il faut savoir que si vous êtes faible face à ce genre de truc, vous êtes mal. Vous êtes vraiment, vraiment mal. Il faut savoir aussi qu'un script automatisé, c'est pas que un truc automatisé. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a trouvé un point d'entrée, soit c'est quelqu'un qui a voulu se faire plaisir en codant et ça va vraiment tout exploiter tout seul, mais c'est rare. Généralement, ça va plutôt appeler à la maison. Et puis là, il y a un humain qui va arriver sur votre serveur, qui va commencer à se balader, qui va installer 2-3 trucs, qui va alors s'en servir soit pour servir du malware, soit pour transmettre des données ailleurs, parce que ça peut être intéressant de se servir de votre site comme d'un proxy. Il va peut-être s'en servir dans une attaque DOS, ça marche bien aussi. Il y a plein d'usages pour un serveur sur lequel on est arrivé, même si on n'a piqué aucune donnée. Vous pouvez avoir une attaque déjà plus ciblée. Quelqu'un qui vous en veut personnellement, qui s'est dit, je vais attaquer cette entreprise-là. Il faut savoir que le script automatisé, il cherche juste une cible, quelqu'un qui est faible. C'est ça qui est bien avec les failles, c'est que même s'il y a plein de gens qui corrigent, il y en a toujours qui ne corrigent pas, et on finira par les trouver. Par contre, quelqu'un qui vous vise spécifiquement, c'est quelqu'un qui va analyser votre système, qui va prendre le temps, et qui à un moment va trouver un point d'entrée, qui va trouver quelque chose d'intéressant. Là, le Nation State Adversary. Donc, ça, c'est quelque chose que j'entends énormément. C'est des gens qui se disent qu'est-ce qu'on va faire face à la NSA, au GCHQ, on ne peut pas se protéger contre ces gens-là. Oui et non. Ça dépend ce qu'ils veulent attaquer. Sur l'espionnage économique, par exemple, il peut avoir des intérêts à vous attaquer. Mais globalement, si vous essayez de vous protéger contre la NSA tout de suite, alors que vous commencez juste sur votre process de sécurité, vous allez vous perdre. Parce qu'effectivement, pendant ce temps-là, des gens vont attaquer votre petit WordPress et rentrer dans votre entreprise, pendant que vous êtes en train de vous demander mais si j'utilise tel algo SSL, la NSA peut le déchiffrer. Il faut penser, en fait, comment on va pouvoir définir la menace en fonction de ces 3 points. Quelle cible, quel point d'entrée, quel type d'attaquant. Comme j'ai dit, ce n'est pas tout type d'attaquant qui va pouvoir rentrer partout. Donc en fait, les menaces, on va leur donner des priorités. Généralement en termes de coûts monétaires, et en termes de temps. Un coût, par exemple, c'est combien de serveurs il faut pour faire tomber votre site. C'est une question à se poser. Est-ce que quelqu'un ici a entendu parler de l'attaque Rowhammer? C'est une attaque... Ah, il y a 2 personnes, c'est bien. C'est une attaque qui est géniale, qui a été démontrée par des gens de Google. Globalement, quand vous avez deux zones de votre RAM qui sont physiquement, c'est vraiment sur la carte électronique, qui sont physiquement proches l'une de l'autre, en faisant un certain nombre d'opérations sur l'une des zones, peut-être qu'on va pouvoir flip un bit sur l'autre zone à côté. C'est déjà pas simple à imaginer. Ils ont réussi à exploiter le truc. C'est-à-dire ils ont réussi à se faire passer route avec ça. Alors maintenant, imaginez, mais il faut que je me protège contre Warhammer, c'est pas possible. L'informatique, le monde est en train de brûler, on peut plus faire confiance aux ordinateurs, on n'a jamais pu leur faire confiance de toute façon. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis pendant ce temps-là, quelqu'un trouve une petite faille XSS sur votre site, tranquillou. C'est un gamin de 15 ans qui apprend juste un peu la sécu, qui a mis un scanner sur votre site. Voilà, bon. Faut prioriser un peu. Parce que sinon, quelqu'un va rentrer sur votre site et ça va être comme dans du beurre, quoi. Bon, notez... Je l'adore, ce gif. Un jour, je vais me construire une voiture comme ça. Attendez, encore un tour. Ah ouais. Donc, il faut noter un truc. Les attaques et la défense, ça coûte de moins en moins cher. Globalement, les mises à jour de sécurité, il fut un temps où c'était compliqué, il fallait tout recompiler.
il n'y avait pas assez de gens dans les distributions pour gérer tous les paquets. Maintenant, ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus facile. Par contre, c'est encore plus facile pour l'attaquant. C'est-à-dire que quand une faille sort, généralement le patch va sortir et l'exploit pour une faille va sortir à peu près au même moment, voire 2-3 jours plus tard. Sauf que le temps de déploiement du fixe de sécurité, lui, il va se compter en semaines, en mois, voire même des trucs qui ne seront jamais corrigés en fait. Donc du coup, pour l'attaquant, ça coûtera toujours moins cher que pour la défense. Ça, c'est pourquoi il a juste besoin de rentrer une seule fois dans votre système. Vous devez bloquer toutes les attaques. Lui, s'il rentre une seule fois, c'est gagné. Donc là, on est un peu mal barré quand même. Alors pourquoi on est mal barré? Pourquoi est-ce que l'attaquant ne peut rentrer une seule fois et ça y est, c'est fini dans votre système? Ça, c'est à cause d'une conception du système d'info que beaucoup de gens adorent et qu'il va falloir casser une bonne fois pour toutes. C'est le concept de la forteresse. Vous avez votre système d'info, il y a un beau firewall, vous bloquez tous les accès Wi-Fi, etc. Vous faites pas de BYOD, de choses comme ça, non, c'est pas votre truc. Vraiment, vous gérez tout ce qui peut rentrer sur votre système. Et vous avez éventuellement une DMZ. J'adore le concept de la DMZ parce que c'est quand même des serveurs qui sont à moitié dehors, mais à moitié dans votre système d'info, mais on considère qu'ils sont quand même dehors. Il y a eu, dans les années 90, tout un concept en sécurité dans les entreprises qui parlaient de serveurs air-gapped. C'est-à-dire que c'était des serveurs qui pouvaient transmettre du trafic de l'extérieur vers l'intérieur et inversement, mais le concept c'était air-gapped, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vraie connexion entre les deux. Donc ce qui se passait, c'est que c'était un serveur qui recevait un paquet, bloquait la connexion de l'extérieur, transmettait le paquet à l'intérieur, et voilà. Donc c'est air-gapped, hein, il n'y a pas des trucs complètement interactifs entre intérieur et extérieur, c'est bon. Ça s'est vraiment vendu, hein, des trucs comme ça. Ça marche pas. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez plus empêcher les gens d'entrer chez vous. Vous avez ça partout. Qu'est-ce qui se passe quand vos execs ils vont venir dire bon bah moi j'ai un iPad, je vais pouvoir mettre mes PDF et mes présentations dessus pour les clients. Qu'est-ce que je fais parce que je veux le connecter au réseau de l'entreprise, je vais avoir mes mails dessus. Voilà. C'est ce genre de choses où vous ne pourrez pas empêcher quelqu'un d'aller brancher n'importe quoi sur le réseau, son petit routeur Wi-Fi. Il y avait un vecteur d'attaque qui était assez drôle. C'était les imprimantes. Il faut savoir que la plupart de vos imprimantes, c'est pas juste un petit microcontrôleur, hein, c'est un Windows derrière, et un Windows que vous n'arriverez jamais à mettre à jour. Et donc il y a quelqu'un qui arrivait, qui mettait sur sa clé USB son truc imprimé, qu'il branche dans l'imprimante. L'imprimante se fait exploser, elle a un malware dessus, elle commence à en servir partout dans l'entreprise, et l'attaquant a un point d'accès sur l'imprimante dans votre entreprise. Une fois qu'il est là, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Donc, globalement, vous ne pouvez pas empêcher un attaquant de rentrer. C'est pas possible. Et encore une fois, le concept de la forteresse, c'est qu'une fois qu'il est dedans, bah, c'est fini. On baisse les bras, on s'arrête, on rentre chez soi, et on débranche tout. Alors, la métaphore qui marche mieux, c'est celle de la cité. Vous avez une ville, vous pouvez essayer de mettre des murailles autour, mais globalement, il faut bien que la ville fonctionne. Vous n'allez pas pouvoir empêcher tout le monde de rentrer dedans. Par contre, vous savez qu'il y aura de la criminalité, vous savez qu'il y aura des gens qui vont voler des choses, vous savez qu'il y aura des feux qui vont se déclarer. Bah, ce qu'il vous faut, c'est la capacité à le détecter. Et la capacité à isoler les choses, les compartimenter pour que ça se passe bien. C'est-à-dire, si vous avez un quartier qui brûle, il faut que le quartier d'à côté il soit sauf. Bon. Et ben, dans votre entreprise, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Dans votre système d'info, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il pourra toujours y avoir un attaquant quelque part, mais si vous avez le mécanisme de détection, si vous avez les mécanismes de monitoring et une archi qui compartimente pas trop mal, vous avez plus de chances que ça fonctionne. Effectivement, vous partez du principe que quelqu'un va rentrer. Bah voilà, ça c'est un processus de sécurité. C'est pas se dire qu'on est le plus safe au monde, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Le premier pas pour avoir un bon process de sécu, généralement, c'est l'analyse de menaces. Donc, on a parlé d'assets, d'entry points, de types d'attaquants.
là, en fait, il y a un paquet de modèles qui existent pour définir une analyse de risque, pour définir un modèle de menace. Donc, vous avez peut-être entendu parler d'ISO 27000, des choses comme ça, de Stride, EBIOS, de choses comme ça. Il y a plein de modèles qui existent pour définir en gros qui peut attaquer votre entreprise, comment, avec quelle facilité et surtout quelle menace on va adresser. Il faut savoir que c'est un document qui est censé être vivant. C'est-à-dire que vous l'établissez une fois, puis à chaque fois que vous changez un truc à votre système d'info ou à votre code, bah vous le mettez à jour. Vous réfléchissez, je viens d'ajouter une pièce dans le système, comment on peut l'attaquer, comment elle interagit avec les autres. Ça, c'est le meilleur moyen, ce genre de document, pour impliquer vos employés en fait dans le processus de sécurité. Quand j'interviens dans une entreprise, généralement, on commence par ça. Je mets les devs autour d'une table, je leur dis, bon, bah alors comment est-ce qu'on rentrerait dans votre système? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à récupérer? Et on fait toute une liste. Et c'est eux, naturellement, qui savent globalement comment on peut attaquer leur système. Parce que dès qu'on leur dit, bon, alors ça fonctionne comment? Et dès qu'ils commencent à être un petit peu pas à l'aise, ils savent vos devs, quoi, et qu'il y a un problème quelque part. Mais tant qu'on est dans le doute, dans l'expectative, qu'on ne sait pas exactement, qu'on ne s'est pas posé la question de formaliser quel est le risque, ben, on ne sait pas. C'est comme on a reçu une facture, elle est encore dans l'enveloppe parce que tant que je ne l'ai pas ouverte, voilà, je suis à l'aise. Donc ça, c'est un bon moyen. Et une fois qu'on a une liste de menaces, on peut commencer à les adresser. C'est-à-dire que je fais faire un modèle de menace, je reviens 6 mois plus tard, ils montrent le document qu'ils ont mis à jour au fur et à mesure. Alors ça, on l'a corrigé, ça, on l'a corrigé, ça, il y a telle nouvelle faille qui est apparue. Mais par contre, on sait que on a pris des précautions ailleurs. C'est pas, on va tout corriger absolument et c'est une liste d'issues et voilà. Non, on prend le temps de définir un modèle, comment on peut fonctionner et quelles sont les limites de notre système. Donc par exemple, on va dire, on a un site e-commerce. Bon, un site e-commerce, on va attaquer. On va attaquer généralement pour avoir des numéros de carte de crédit, des informations des utilisateurs ou la disponibilité du site. Ça, si vous faites dans l'e-commerce, vous avez peut-être déjà vu un schéma qui se fait souvent. Quelqu'un va vous faire une attaque en denial of service une petite semaine avant les soldes et vous montrer qu'il peut faire tomber votre site, mais comme ça, quoi. Puis après, il vous envoie un mail. Il vous dit, ben c'est un de vos concurrents, il a demandé une attaque d'os chez vous parce que il pourrait gagner plus d'argent comme ça. Si vous imaginez, ce serait dommage hein, si ça arrivait pendant les soldes. Ça vous coûterait de l'argent. Et puis donc, il demande un peu d'argent pour dire, bon écoutez, si vous me filez de l'argent, je vous fais pas l'attaque d'os. Et puis après, généralement, ils sont assez malins pour dire, et si vous voulez que j'attaque votre concurrent, là, c'est un petit peu plus. Véridique, hein. Ça arrive ce genre de truc. Et effectivement, la disponibilité, dès que ça se compte en argent. Vous voyez tout de suite ce qui va se passer si votre site n'est pas dispo pendant les soldes. Bah, en face, ils le savent très bien aussi. Donc ça, c'est ce qu'on veut attaquer. Bon. Quels sont les niveaux d'accès que vous avez sur votre système? Voilà, sur un site e-commerce, quelqu'un sur le réseau, un utilisateur du site mais qui ne s'est pas enregistré, quelqu'un qui est authentifié, qui a peut-être accès à d'autres fonctionnalités, un administrateur du site, un administrateur réseau. Tout ça, c'est des niveaux d'accès. Et tout à l'heure, je parlais d'élévation de privilèges. Bah, c'est exactement ça. Je suis utilisateur authentifié, je veux passer admin. Comment je fais? Globalement, l'attaquant, c'est ce qui va se poser comme question. Le modèle dont je parlais, Stride, il va définir les types d'attaques selon globalement 6 versions. Il y a S, c'est pour spoofing, donc on essaie de se faire passer pour quelqu'un. T pour tampering, c'est-à-dire qu'on essaie de modifier quelque chose qui est en train de circuler, par exemple un paquet réseau ou autre. R, je me rappelle plus, je l'ai dans mes notes. Repudiation, c'est-à-dire que ça permet par exemple de faire annuler une requête, faire annuler un contrat, faire des choses comme ça. C'est-à-dire empêcher un peu le système de fonctionner. Information disclosure, donc il y a de la donnée, on la récupère, on l'envoie ailleurs. Denial of service, on empêche le système de fonctionner complètement. Elevation of privilege, donc on a un niveau, on veut monter. Donc là par exemple, si on prend une attaque XSS sur votre site, bon, on imagine par exemple que
votre réseau, enfin que votre site n'est pas derrière du HTTPS, bon, bah, on va peut-être pouvoir injecter du JavaScript d'une façon ou d'une autre. Ça s'est vu par exemple avec des fournisseurs d'accès qui remplacent leurs pubs, qui remplacent les pubs par leurs pubs à eux. Ça, c'est équivalent d'une attaque XSS en fait. On injecte son propre code dans la page. On vous file un lien qui va déclencher la faille. Pardon. Vous savez ce que c'est une faille XSS? C'est bon? Voilà. Bon, on exécute du code dans une page web. Et ben ça, on peut faire ça avec différents niveaux d'accès. Une fois qu'on est en train d'exécuter dans la page web, on peut se faire passer pour utilisateur, donc spoofing. On peut lire le contenu de la page, information disclosure, et on peut essayer d'aller attaquer le niveau au-dessus, se faire une elevation of privilege. Donc ça, c'est des choses qui se passent. Et une fois qu'on définit un type de menace, comme ça, c'est par exemple un XSS sur telle page, parce qu'on sait qu'elle n'est pas très très bien codée, ben, est-ce qu'elle est difficile à mettre en place, cette attaque? Et est-ce qu'elle est difficile à corriger? Vous allez définir vos menaces, et vous allez leur donner un ordre. Et globalement, ce qui est facile à attaquer et facile à corriger, vous le faites tout de suite. Ce qui est facile à attaquer et difficile à corriger, bah, va falloir le faire quand même. Puis après, bah, vous voyez. Mais encore une fois, faut donner une priorité. Vous ne pouvez pas vous défendre contre la NSA quand un script peut venir faire n'importe quoi sur votre site. Donc ça, c'est juste le modèle de menace. On n'a pas encore corrigé grand-chose. Il y a d'abord une question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça va péter? Vous avez déjà entendu les termes PCA, PRA, plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas dans le modèle de la forteresse où il y a les attaquants dehors et puis moi je suis à l'intérieur et tout se passe bien. Moi, il va se passer un problème, qu'est-ce qui se passe quand il y a une attaque? Comment je vais régler mon problème? Par exemple, dans votre PRA, vous avez qui fait les backups? Vous faites des backups? Oui, vous faites des backups. Qui fait des backups? Vous savez restaurer vos backups? Ouais. Qui, parmi ceux qui savent restaurer leurs backups, l'ont fait récemment? Quand même, hein? Voilà. Un backup où on ne sait pas le restaurer, où on n'a pas testé les restaurations régulièrement, ça marche pas en fait. Faut savoir, chez Clever, on fait vos backups de bases de données, tout ça, on fait les choses très très bien. On a des gens qui bossent là-dessus. Voilà. Bon. Tout ça, c'est un problème, c'est comment vous allez réagir au moment où ça va péter. Ça s'appelle la réponse aux incidents. La réponse aux incidents, c'est avoir un process en cas de problème. Qu'est-ce qui se passe quand il y aura une faille? Qu'est-ce qui se passe quand votre site va tomber? C'est les questions que vous devez vous poser. Qui gère les problèmes dans ce cas-là? C'est peut-être pas le CTO qui gère généralement le produit qui va s'occuper de ça. C'est peut-être quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui sait bien gérer en situation de crise et qui va dire alors bon là on va s'occuper de ça, là machin communique, etc. Donc il faut avoir notamment des gens on-call. Pour faire de la réponse aux incidents, il faut pouvoir répondre en moins d'1 heure généralement. C'est pas je me réveille le matin, je vois que tout a explosé à 23 heures. Bon, qu'est-ce que vous faisiez quand Heartbleed s'est déclaré? Est-ce que vous savez ce que c'est que la faille Heartbleed? Voilà, c'est du SSL, on envoie un message au serveur, il répond, et il a donné quelques octets d'informations. Et au final, on peut révéler la clé privée du serveur, on peut révéler plein de choses. Heartbleed, chez Clever, quand c'est arrivé, on était dans un bar, tranquille, on check Twitter. Tiens, c'est marrant, les experts sécu, ils ont l'air de s'agiter un petit peu. Bon, ok, on envoie un message au sysadmin. Ouais, c'est bon, j'étais en train de voir. Le mec était déjà en train de déployer le fixe, en fait. C'est-à-dire que le truc s'est déclaré aux alentours de 20, 23 heures, enfin dans la soirée. En milieu de la nuit, c'était déployé. Et à 5 heures du mat, l'email est parti au client. Voilà, c'est bon, c'est corrigé. Oui, effectivement, il y a eu une grosse faille qui était hyper dangereuse. Ça ne veut pas dire qu'on devait complètement paniquer. C'est un process. On voit la faille, on applique le patch, on répond, on prévient les clients, etc. Alors après, il y a un paquet de boîtes, certains hébergeurs que je ne nommerai pas, par exemple Maroku, qui ont mis 1 semaine. Voilà. Parce que l'archi le permettait peut-être pas, je sais pas. Réfléchissez à combien de temps il vous faut pour déployer des patchs de sécu sur des centaines de machines. C'est un process qui n'est pas simple. C'est un process qu'il faut savoir faire. En cas de problème, vous vous êtes fait pirater une machine,
Parce qu'il n'y a pas que mettre en place un patch de sécu. La réponse aux incidents, c'est vous vous rendez compte que la machine de l'utilisateur machin, là, elle est en train d'essayer de se faire passer pour l'admin du domaine. Là, au moment où vous commencez à avoir des sueurs froides en tant que sysadmin, ça ne devrait pas faire ça. Bon, il y a des gens qui sont là pour vous aider, notamment l'ANSSI, dont on entend pas mal parler, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'info. Donc c'est une agence gouvernementale qui a notamment ce qu'on appelle un CERT, un Computer Emergency Response Team. C'est des gens que vous pouvez appeler et qui savent gérer ce genre de problème, qui sauront vous guider au moment où vous avez une attaque. Parce que peut-être vous n'avez pas ces compétences en interne. On sait très bien qu'on ne peut pas toujours avoir quelqu'un d'astreinte. Il faut déléguer dans ce genre de cas. Par exemple, déléguer votre prod à des gens qui savent le faire. Voilà. Donc le CERT de l'ANSSI, voilà le numéro de téléphone. Ou au pire, vous cherchez sur Google, vous le trouverez. Mais c'est un truc à savoir, vous pouvez les appeler en cas de problème. C'est important parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a un de vos serveurs qui fait n'importe quoi. Vous allez le débrancher, mais après, vous faites quoi? Vous allez peut-être être perdu. Qu'est-ce que vous faites du serveur en question? Eux, par contre, ils veulent bien le récupérer pour voir ce qu'il y avait dedans, savoir qui attaquait, d'où ça venait, etc. Il faut que vous sachiez si vous allez porter plainte, etc. Il y a tout un processus juridique derrière. Bah, avec un CERT, vous avez des gens qui peuvent vous aider avec ça. Il y a des boîtes qui font des prestats d'ailleurs là-dessus. Des gens qui sont prêts à vous répondre tout de suite au moindre problème. S'il y a un truc quand même à retenir par contre, en réponse aux incidents, si à un moment il y a un gros problème, il faut communiquer. Absolument. Il y a un paquet de boîtes, au moindre problème, c'est ils commencent à recevoir des messages sur Twitter, sur l'email, tout ça, c'est je commence à recevoir des malwares de votre site, il y a Trend Micro qui me met une alerte, comment ça se passe, là je comprends rien, puis non, on n'a rien vu. Ça c'est la réaction d'un paquet de boîtes en fait. Ah, il y a un problème sécu, non, on n'a rien vu. C'est pas ça qu'il faut faire. La réponse, c'est la transparence modérée. Oui, alors on a reçu des rapports d'attaque, on est en train de regarder. On vous dit ça dans une demi-heure, 1 heure. Et régulièrement, au fur et à mesure, vous vous prévenez, vous donnez des infos, mais vous n'êtes pas là pour dire à tout le monde, ouais bah, écoutez, on n'a pas fait la mise à jour, on s'est fait avoir, désolé. Non. Vous êtes là pour dire à vos clients que vous faites gaffe, que vous êtes sur le problème, que vous avez toute votre équipe qui est dessus, que vous êtes motivé et que vous allez prendre le temps de faire les choses correctement. Et après, bah, faut savoir le remettre en marche. Donc comme on a dit, les backups, faut savoir les restaurer. Votre archi, faut savoir la remettre en place. Alors ça, comment on fait? Comment on essaie de définir une archi qui va bien se passer? Généralement, on va faire une archi en couche et on va compartimenter. Parce qu'on ne peut pas avoir tout qui a accès à tout en même temps. On peut avoir tout qui cause à tout en même temps. Vous avez peut-être déjà fait des microservices, des choses comme ça, vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que on ne peut pas avoir tout le monde qui cause à tout le monde en même temps, sinon c'est le bazar. Ce qu'on veut, c'est limiter les accès. Least Authority Principle. Je ne devrais pas avoir accès à plus que nécessaire. Pourquoi je devrais avoir la clé SSH de tel serveur sur tel autre si on ne va pas s'en servir pour aller de l'un à l'autre? Voilà, c'est des choses comme ça. Ça nécessite un gros audit de votre architecture, de se dire comment ça fonctionne. Mais une fois que vous savez compartimenter, que vous savez donner des niveaux de sécu à différentes zones, et que vous avez défini les interfaces entre elles, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Vous savez que si j'attaque tel serveur, j'ai du coup potentiellement fait tomber, enfin, je contrôle potentiellement tel ou tel service, et je peux attaquer tel autre serveur derrière. C'est le genre de choses qu'on peut faire. Donc, il faut penser vraiment en termes de dépendance entre composants. Et c'est pas qu'entre serveurs, hein, c'est votre appli, quelle lib elle utilise. Est-ce que vous mettez à jour votre truc? Il y a une espèce de culture notre appli est tourne en prod depuis des mois, le code il marche très bien sans qu'on ait besoin de le mettre à jour, c'est parfait. Il faut savoir que ça marche pas comme ça. Le code, ça s'use très vite, et les mises à jour, faut les faire. Globalement, c'est peut-être pas par votre gros produit que vous allez vous faire attaquer, c'est par le petit POC que vous avez mis en prod à l'arrache pour un client et que vous avez laissé là pendant 6 mois et que vous n'avez pas touché. Donc, une fois qu'on a fait un process de modèle de menace, une fois qu'on sait
qu'on sait comment dire, définir ce qui va se passer en cas de problème, c'est là où on peut commencer à réfléchir, bon, comment je corrige mon produit? Comment je peux essayer de faire en sorte de ne pas avoir de problème? Alors la première étape, généralement, c'est les audits de code. C'est le white box. Quelqu'un qui a accès à toutes les infos de votre entreprise va aller regarder ce qui se passe dedans, va regarder ce qui va se passer dans votre code, dans votre architecture, et va vous pointer du doigt, là, il y a un problème. Globalement, s'il y a un modèle de menace et une archi bien définie, ça va très 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 vite pour pointer ce qui se passe. Globalement, quand j'attaque une application, je vais d'abord regarder ce qui va se passer du côté du réseau, des fichiers, de la crypto, les API. C'est globalement, enfin l'authentification aussi. C'est toutes les parties où ça va généralement mal se passer. Parce que la UI, tous ces trucs-là, bah, de temps en temps on trouve des failles dedans, mais c'est pas le plus important. C'est toujours aux frontières du système qu'il y a des problèmes parce que c'est le truc qu'on ne sait pas bien faire généralement. Donc, une fois qu'on vous indique les failles que vous pouvez avoir dans un audit de code ou autre, bon, bah, il va falloir commencer à le corriger. Vous n'avez pas corrigé tout de suite. Encore une fois, vous êtes dans une démarche de modèle de menace. Votre modèle de menace, il va dire ça, cette faille est importante. Ça, par contre, celle-là, moins. Ça, peut-être qu'elle va vous coûter très cher. Tel autre, bon, bah, vous allez dire désolé au client. Il y a des trucs dans les banques, par exemple, où tout le monde connaît la faille et tout le monde dit à la banque qu'il faudrait la corriger et la banque ils disent bah oui mais ça nous coûterait plus cher de corriger le bug que de rembourser les clients en cas de problème. Ça c'est de l'évaluation de risque quoi. Et ils n'ont pas forcément tort en plus. Donc une fois que vous avez fait vos audits de sécu, vos audits de code, etc., vous commencez à avoir un bon process, que vous allez commencer à regarder comment ça marche. Vous allez peut-être vous dire mais bon, maintenant j'ai une équipe qui va monitorer, des gens qui vont faire gaffe, etc. Et ben il va falloir tester votre équipe. Et c'est là où on fait ce qu'on appelle un penetration testing. Là, c'est quelqu'un qui, de l'extérieur, va essayer de rentrer dans votre système, de rentrer dans votre app. Donc, c'est par exemple faire un scan de vuln, et puis après, voir ce qui en ressort. Ça, c'est le truc de base. Ou on va chercher le consultant top niveau, qui a des failles que personne connaît, et puis il va essayer de les appliquer sur votre système. Et une fois dedans, il va regarder à droite à gauche, il va essayer d'obtenir un bout de données. Il faut savoir qu'un pentest, c'est ce qu'on essaie de vous vendre très tôt, mais c'est pas ce que vous voulez. Le pentest, c'est là pour vous prouver qu'il y a un problème dans votre système. Or, quand vous commencez votre processus de sécu, bah vous imaginez bien qu'il y a un problème, vous ne savez pas, et globalement, ils vont rentrer dans votre système, ils vont marcher sur tous les parterres de fleurs, ils vont être très contents, et ils vont vous facturer derrière, et ils vont être très 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 contents, parce que ça va être facile. Un test de pénétration, il vaut mieux avoir déjà un bon process de sécu, et notamment une équipe qui fait du monitoring, et très probablement, ils vont quand même réussir à rentrer. Par contre, c'est le moment où vous allez pouvoir faire un débrief et dire bon, pourquoi ils sont passés là, pourquoi on les a pas vus, comment ils ont pu sauter d'un serveur à un autre, etc. Qu'est-ce qui était important. Et ils aiment bien les gens qui font du pentest quand l'équipe en face est ouverte aux questions et surtout sait réagir. Parce qu'il y en a plein où ils font un pentest, ils reviennent 6 mois plus tard, bah, la faille est toujours là. Et c'est pas parce qu'il y a une bonne gestion des risques, c'est juste qu'ils en avaient rien à faire. C'est le pentest avait été demandé par le patron, ok, on coche la case et c'est bon. Bon. Et une fois que vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a encore mieux, il y a le penetration testing with scope. Donc ça, c'est généralement, vous avez un scénario particulier. C'est par exemple, quelqu'un a réussi à rentrer dans votre entreprise physiquement et fait quelque chose. Et il veut aller accéder à votre sales server. Voilà. Comment il fait? Et donc, ça se fait aussi beaucoup, mais une fois que vous avez une équipe bien entraînée. Et encore une fois, c'est vous posez une question. Est-ce que quelqu'un peut aller faire ça dans mon entreprise? Ça, c'est une bonne question à se poser. Donc, on a différents niveaux de capacité dans votre système, dans votre équipe. Donc, ça commence de je me pose des questions, je fais mon modèle de menace, je commence à savoir faire de la réponse aux incidents, à avoir un process, à faire des audits réguliers, je fais du pentest, et généralement, à ce niveau-là, tu commences à connaître les gens du CERT et tout ça. Voilà. Ça, c'est juste tout un process. Comme vous avez vu, c'est pas de la technique, c'est de l'orga. C'est qu'est-ce qu'on fait, qui est responsable, qui communique, et c'est juste un truc à intégrer à votre processus de développement. Bon, après, bon, moi j'aime bien la technique, donc on va quand même passer sur 2-3 trucs rapidement, histoire que vous puissiez avoir des choses applicables tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut corriger tout de suite, hein? Bon, mettez du SSL. Ça, on va pas se leurrer, maintenant le SSL, c'est soit gratuit, soit maxi $50 à l'année.
mettez du SSL sur votre site, vous posez pas la question, oui, mais il paraît que ça, c'est pas sûr parce que tel algo marche plus, etc. Regardez les algos qui marchent, faites votre liste, mais globalement, c'est mieux que pas SSL du tout. Voilà. Vos stockages de mots de passe. N'utilisez pas votre truc MD5 à la main, etc. Utilisez des fonctions comme bcrypt ou script qui sont faites pour vraiment ne pas faciliter la vie de l'attaquant. Parce que des gens vont réussir à extraire vos listes de mots de passe. C'est qu'une question de temps. C'est facile ce genre de choses, généralement, une fois qu'on a une injection SQL quelque part. Par contre, une fois que les mots de passe ont été extraits, il faut réussir à les déchiffrer. Et ça, si vous utilisez des fonctions un peu complexes, type bcrypt ou script, qui sont faites pour prendre du temps, parce que généralement l'attaquant il va brute force, il va essayer tout un tas de mots de passe le plus vite possible. Avec du MD5, il va réussir à tester des dictionnaires monstrueux très rapidement. Avec bcrypt et script, ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Par contre, il va finir par retrouver des mots de passe, ça c'est pas un problème. Utiliser de la two-factor authentication, ça devrait être requis maintenant. C'est ce qui va vous sauver. Utilisez ça partout dans votre entreprise pour les accès à des services externes, à vos serveurs, etc. C'est pas compliqué, ça prend un petit peu de formation avec les utilisateurs et ça va vous sauver, vraiment. Alors après, il y en a qui vont dire que je suis peut-être un peu maniaque là-dessus. Donc, faites des backups, c'est important. C'est l'un des trucs les plus importants parce que oui, vous allez vous faire attaquer. Faites des backups réguliers et faites pas juste il y a le backup de la veille et puis quand on fait le backup du jour, on écrase celui de la veille. Non. Parce que si ça se trouve, ça fait une semaine que vous êtes déjà fini en fait. Faites des backups réguliers. Le stockage disque, ça coûte quasiment rien maintenant. Vous mettez ça sur du Amazon Glacier ou autre, vous en fichez, vous achetez des disques de 50 Tera. Ça vous coûtera rien par rapport à dans les données qui ont été sauvegardées, je ne sais pas lesquelles marchent, je ne sais pas si l'attaquant n'est pas encore dedans. Ça, c'est cette question-là, ça va vous donner des sueurs froides. Donc avoir des backups suffisamment âgés, ça peut vous sauver un certain nombre de fois. Un dernier truc, gardez une copie de tous les mots de passe. Est-ce que vous connaissez le terme de buzz factor? Le buzz factor, c'est combien de gens il faut qui passent sous un bus pour que votre entreprise se casse la figure. C'est peut-être, il y a un sysadmin qui connaît le mot de passe ou qui a la clé SSH pour accéder au serveur important. Si cette personne-là n'est plus là, c'est fini. Nous, on a des gens, chez Clever, on sait qu'ils ne peuvent pas prendre l'avion en même temps. Donc, c'est un truc très simple. Vous gardez votre liste de mots de passe, vous mettez ça sur un CD quelconque, ou une clé USB, vous mettez ça dans un coffre-fort. Ça évitera aussi, par exemple, le moment où vous allez licencier votre sysadmin parce que, je sais pas, il mettait des serveurs Minecraft sur votre système de prod. Le mec, il va se barrer et il va garder tous les mots de passe. Je me rappelle plus, il y avait une ville entière aux États-Unis qui avait eu ce problème. C'est le sysadmin des systèmes de la ville. Il s'était tiré avec tous les mots de passe et puis il voulait pas les donner. Et la ville a fini par le payer pour avoir les mots de passe. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses simples. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment tout le process de sécu qu'on peut avoir. Si vous commencez à vous poser des questions et à procéder méthodiquement, vous allez arriver à un truc qui va bien se passer. Mais encore une fois, c'est pas une histoire de technique. C'est une histoire de process et d'orga. Voilà. Là, on a fini. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai des stickers aussi, des comme ça, ils sont très sympas. Hop. Alors, pas de questions? Ah, là. Tu parles de two-factor authentication. Ouais. Tu peux en dire un peu plus là-dessus, ce que c'est? Donc la two-factor authentication, ça part du principe que si on a juste, par exemple, un login et un mot de passe pour s'identifier quelque part, le moment où quelqu'un arrive à récupérer votre mot de passe d'une façon ou d'une autre, c'est fini. Il y accède. Donc la two-factor, ça demande généralement un second factor, un autre système qui va permettre d'ajouter un bout d'authentification. Donc généralement, il y a 3 approches. Il y a les one-time passwords, donc les trucs qu'on peut recevoir par SMS par exemple. C'est je vais rentrer mon login, mon mot de passe, et je vais recevoir un SMS avec un code. Vous avez peut-être payé en 3D Secure, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez avoir un bout de hardware. Si c'est pas branché sur votre machine, même si vous tapez votre mot de passe, la machine ne va pas démarrer. Ça existe. Et la troisième méthode, c'est la biométrie.
C'est le moment où on va vous demander votre iris ou votre empreinte digitale. Faut savoir un truc, la biométrie, c'est rigolo, on aime bien vendre ça aux gens, mais par contre, vous avez un vrai problème, c'est qu'on ne peut pas révoquer un pouce. Une fois que vous l'avez utilisé quelque part, si quelqu'un récupère votre empreinte digitale, ce qui s'est fait, ce qui s'est vu en fait, c'est fini. Alors qu'un bout de hardware ou un one-time pad, un one-time password, ça se remplace facilement. Voilà. Globalement, il y a des millions de solutions pour faire du two-factor auth. C'est pas compliqué à utiliser. Qu'est-ce qu'il faut penser des TPM qui vont probablement se généraliser avec la prochaine version de l'OS Microsoft, au moins dans le monde pro? C'est une question qui est compliquée parce que le TPM est intéressant au bout de la machine. Vous démarrez la machine et ça va permettre de vérifier que tout va bien, que l'OS n'a pas été modifié. En fait, c'est un problème qui fait partie d'un cas, c'est vous laissez votre laptop dans votre chambre d'hôtel, vous revenez une heure plus tard, peut-être que quelqu'un est passé et l'a bidouillé. Le TPM peut servir à vérifier ça. C'est pratique, mais c'est encore compliqué comme technologie. Voilà. Ça répond à la question? Plus ou moins, on pourra en discuter après alors. C'est fini? Merci beaucoup. N'est-ce pas ?